De m'accueillir parmi vous et je vous rassure tout de suite, tout à l'heure je serai prêt à répondre à toutes les questions, y compris éventuellement les plus polémiques. Étant gascon et aimant bien la castagne, ça ne me dérangera pas d'entrer dans la polémique. Mais bon, je sais que ça restera de bonne tenue. Je sais, comme l'a souligné notre ami, que l'Algérie est un sujet très sensible pour nous en franco-français parce que nous avons dans notre pays des histoires très contrastées dans nos familles, dans nos communautés, à propos de l'Algérie d'avant. Mais l'Algérie jusqu'en 62, le problème c'est qu'aujourd'hui, vous le savez bien, ces braises mal éteintes, les injustices et tout ce qui a été fait à cette époque continue à rejaillir sur notre regard concernant l'Algérie, sur le regard que nous portons sur l'Algérie d'aujourd'hui et sur les Algériens en France. Donc c'est sûrement très compliqué de garder l'esprit lucide, la tête froide, et en tout cas ça a été une de mes obsessions pendant les 2 ans pendant lesquels j'ai préparé ce livre. Ça a été de rester le plus serein possible et de travailler, comme j'ai pu l'écrire, sans œillère particulière, en regardant tout, sans complaisance non plus à l'égard de qui que ce soit. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je ne parle pas, ou très peu finalement, ou par raccro nécessaire, de la guerre d'Algérie, de la guerre de libération nationale, comme disent les Algériens, des événements d'Algérie. En fait, mon histoire commence à 62, c'est 50 ans d'indépendance algérienne, le vrai état des lieux. Mais évidemment, il y a des rappels nécessaires sur les années 50 pour mieux comprendre la genèse, la matrice du pouvoir algérien aujourd'hui. Alors, ma science est celle, évidemment, d'un journaliste qui a fait des études d'histoire naguère, qui s'intéresse au monde depuis longtemps et qui a parcouru l'Algérie depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai découvert l'Algérie au moment de la guerre contre le terrorisme islamiste en Algérie. C'était une époque, je pourrais répondre tout à l'heure à des questions, où quand on allait là-bas comme journaliste, on était systématiquement attendu par des policiers algériens qui étaient évidemment chargés de protéger le journaliste, mais aussi de le surveiller et de renseigner les services pour savoir qui il allait rencontrer. Et croyez-moi, au bout de quelques voyages sur place, nous devenions amis avec les policiers en question. On avait souvent le même âge, c'était il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, et nous devenions amis et on apprenait des choses passionnantes sur l'envers du décor, et le travail de protection continue à se faire, le travail de surveillance et de renseignement sur le journalisme tombait complètement à l'eau. Et j'ai de merveilleux souvenirs avec mes charmants policiers algériens qui étaient de tout cœur avec les gens qui pouvaient être critiques à l'égard de ce pouvoir. C'était assez drôle de voir ces gens-là supposés défendre le régime et l'État policier, étant en fait déjà à l'époque pas du tout dupes de ce pouvoir et étant d'excellentes sources à leur tour d'informations pour les journalistes qui allaient sur place. Alors, l'Algérie, si vous voulez, c'est très difficile d'en parler encore aujourd'hui, pas seulement pour ces raisons historiques et d'affect dont nous avons parlé, c'est parce que c'est un monde, encore aujourd'hui, et vous allez le voir à travers ce que je vais développer un peu, c'est un monde vraiment marqué par l'opacité, les faux-semblants, les manipulations, les ombres. Et c'est très curieux de voir que le Jeune Afrique de cette semaine, le numéro du 14 avril, fait une couverture sur l'Algérie. Algérie, le géant qui a peur de son ombre. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. En réalité, c'est un pays qui a peur de ses ombres, les ombres portées de l'histoire. Les Algériens les subissent. On est en plein dans un théâtre d'ombres qui dissimule une grande violence, violence politique, historique, violence sociale, policière. J'expliquerai pourquoi. Et cette violence, ce n'est pas seulement celle du régime, ce sont les violences de la société et les violences aussi des opposants au régime. Alors, pour aller un peu au cœur des choses dans différents domaines, en sachant que je passerai vite sur certains sujets, mais je reviendrai volontiers sur les questions, je vous propose 4 thèmes, 4 entrées possibles dans ce sujet que je vais développer un tout petit peu au fur et à mesure. Premier thème,
c'est important, ça explique tellement de choses, on ne le comprend pas tout de suite en Algérie, mais progressivement, ça devient obsessionnel. Le premier thème, c'est le poids étouffant de la mémoire. Le poids étouffant de la mémoire dans ce pays, parce que la mémoire est faussée, ou interdite, ou récupérée, ou manipulée. Le deuxième point important, et qui découle de ce premier point, de cette mémoire faussée ou interdite, ou captée, ce deuxième point, c'est la violence consubstantielle au régime politique, à la politique algérienne, au sens très large. On est dans un domaine de violence, je vous l'ai dit, avec des éruptions de violence extrêmement fortes, sur lesquelles je vais revenir aussi. Pour résumer, 1962, acte fondateur, le régime naît dans la violence. 1988, c'est le printemps algérien, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Et puis, 1992 et les années qui ont suivi, cette fameuse guerre au terrorisme, l'Algérien d'aujourd'hui, des nouvelles générations, baigne dans la violence depuis toujours. Et si lui-même ne se souvient pas des années d'extrême violence, il y a toujours dans sa famille un frère, un grand frère, un oncle, un père ou un grand-père qui lui rappellera les années de violence. Et ça n'est pas innocent au regard de ce dont vous avez peut-être parlé la fois précédente sur le Maroc, sur le thème des printemps arabes. Ça explique en grande partie pourquoi l'Algérie est aussi calme aujourd'hui. J'y reviens. Troisième thème qui me semble intéressant, c'est la maladie chronique de l'économie algérienne. L'Algérie est un pays extrêmement riche, avec des gens extrêmement pauvres. C'est un géant qui s'ignore. C'est le géant qui a peur de son ombre, le géant qui est victime de sa richesse, notamment du gaz et du pétrole. Il est comme affaibli par cette rente pétrolière et gazière qui devrait au contraire lui permettre d'être le géant de la Méditerranée, ce qu'il n'est pas. Enfin, le quatrième point, quatrième chapitre, qui découle en fait, j'espère logiquement des trois précédents, c'est le désenchantement profond, mais terrible, triste à mourir, de la société en Algérie. Un désenchantement qui touche pratiquement toutes les générations, et notamment la jeunesse, qui est à la fois social, économique, politique, dans ce refus d'imaginer des solutions possibles, culturel aussi, avec des conséquences d'ordre religieux. Ce désenchantement profond fait que l'on s'interroge évidemment en permanence sur l'avenir de l'Algérie dans le cadre de ces révolutions arabes et du printemps arabe. Alors, premier point, ce poids étouffant de la mémoire qui pour moi est essentiel pour comprendre en grande partie l'état d'esprit des Algériens d'aujourd'hui. Je vous ai dit que c'est une mémoire interdite ou faussée ou récupérée. Il y a depuis 1962 dans ce pays, donc depuis la libération, depuis le départ des Français, il y a réellement une chape de plomb idéologique qui est tombée sur le pays et qui s'est imposée à tout le monde de la part du régime, ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait autrefois la propagande. Le mot paraît un peu daté, mais en réalité c'est la communication historique, l'éducation des jeunes générations est enserrée dans une chape de plomb qui impose une vérité qui est celle qui a été voulue, générée, entretenue par le régime qui se met en place en 1962, par les hommes qui se mettent en place au pouvoir en 62, qui souvent sont encore les mêmes 50 ans plus tard, avec un exemple emblématique, c'est Bouteflika. Il est ministre à 26 ans. 50 ans plus tard, il est président de la République pour la troisième fois. Et à côté de lui, il y a des gens de sa génération, 75, 76, 80, 82 ans, qui tiennent encore le pays. Je reviendrai aujourd'hui sur cette notion de direction du pays, cette opacité sur le véritable pouvoir. Mais sachez qu'en 1962, ce sont des hommes jeunes qui prennent le pouvoir. Ou à qui on donne le pouvoir, qui s'en empare en réalité. Ils ont 25 ans, ils ont 25-30 ans. Et ce pouvoir, ils ne vont plus le lâcher, y compris au moment des très fortes tensions entre frères d'armes. Cette génération qui vient au pouvoir va s'affronter
à plusieurs reprises dans des combats fratricides qui vont se solder à travers des violences extrêmes par la mort et l'élimination de ceux qui contestent cette chape de plomb, qui contestent ce régime qui se met en place à cette époque-là. L'enjeu de mémoire est très important, pas seulement en Algérie, vous le savez bien, dans tous les pays, la mémoire, l'histoire, tout simplement parce que dans la mémoire, il y a le pouvoir, les enjeux de pouvoir sont très forts, parce que qui entretient cette mémoire et cette chape de plomb est à peu près assuré de conserver le pouvoir, parce que ce pouvoir est légitimé depuis 50 ans par l'histoire telle qu'elle a été faite, puis imposée, puis verrouillée, formatée par l'équipe en question, les Bouteflika, le FLN et tous ceux qui l'ont suivi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 50 ans après, ça a commencé il y a 5, 8, 10 ans au maximum, des nouvelles générations d'historiens ont essayé de secouer cette chape de plomb. Des historiens qui souvent ont été obligés de venir travailler en France sur le passé de leur propre pays. Je parle d'historiens algériens. Ils se sont rendus compte qu'en Algérie, il était quasiment impossible de pouvoir rechercher, travailler sur l'histoire, et notamment l'histoire de la naissance de l'Algérie moderne en 1962, entre 54 et 62, parce que les archives sont interdites. Autant chez nous en France, on a mis du temps aussi à ouvrir les archives sur la guerre d'Algérie, et certaines ne sont pas communicables parce qu'elles touchent à des dossiers privés, des affaires très personnelles, mais globalement aujourd'hui, allez faire un tour au service historique de la Défense au fort de Vincennes, vous verrez qu'avec les papiers nécessaires, les recommandations qu'il faut, si vous êtes chercheur, vous pouvez travailler assez librement sur les archives. Même les historiens algériens peuvent venir travailler. Certaines archives sont malgré tout, ou ont été depuis le temps interdites ou réintroduites dans la plus grande confidentialité, parce qu'à une époque, les gens du service historique de la Défense, ici, se rendaient compte que des chercheurs algériens venaient pour compulser des dossiers, et notamment des dossiers touchant aux ralliés algériens à l'armée française, dans les années 54-62, à des dossiers touchant à des prisonniers qui manifestement avaient parlé, et nos services historiques militaires ici se sont rendus compte que des historiens algériens récupéraient, en prenant des notes, des dossiers sur des gens qui ensuite étaient embêtés en Algérie. Heureusement, certains se sont rendus compte de cela, la vigilance s'est exercée et certains dossiers ne sont plus communiqués aujourd'hui. Malgré tout, ces historiens continuent à venir travailler et se plaignent en permanence de cette chape de plomb, de ces interdictions. Un des plus grands historiens algériens vivants, historien du FLN, Mohamed Harbi, longtemps le chantre du FLN, le chercheur officiel, si vous voulez, le Michelet de la révolution algérienne, Mohamed Harbi, très récemment, s'est plaint de cela, lui-même officiellement. C'est un peu l'historien officiel qui lui-même va dire que les historiens algériens en ont assez de cette histoire officielle. Des étudiants sont venus le voir il y a 2 ans pour lui dire « Monsieur le professeur, vous avez dit que vous avez fait don d'une partie de vos archives, très importantes archives, sur les débuts du FLN, sur les années 54-62 dans la clandestinité. Mohamed Harbi avait constitué un fonds historique énorme à partir duquel il a travaillé pour son histoire du FLN et à un moment il a donné ses archives à la Bibliothèque nationale d'Algérie, croyant que ces archives allaient servir à ces jeunes historiens. Eh bien en réalité les jeunes sont venus le trouver en lui disant « Monsieur le professeur, où sont vos archives ? Je les ai données à la Bibliothèque nationale, nous ne les trouvons pas. » Après enquête, Harbi a compris que ces archives n'étaient plus communiquées, étaient interdites. L'histoire officielle qui se fait en ce moment est une histoire interdite. Un jour viendra très probablement où les historiens pourront fouiller dans ces archives. Il y a notamment le mythe, mais le mythe, un mythe réel, les 50 tonnes d'archives que le FLN dans la clandestinité, puis l'armée des frontières, l'armée de Boumedienne qui était au Maroc et en Tunisie avait constitué les fiches
Je reviendrai tout à l'heure sur l'appareil sécuritaire. Les fiches constituées par l'appareil sécuritaire dans la clandestinité représentent 50 tonnes d'archives. Ces archives ont d'abord été entreposées à Oujda au Maroc, puis ensuite elles sont passées au Caire, elles sont revenues en Libye, et au moment de la victoire du FLN en 1962, ces archives ont été sous bonne garde récupérées en Libye et stockées quelque part à Alger, personne ne sait où. On pense que c'est dans une casemate, un coffre-fort quelconque. Ces archives font fantasmer beaucoup les historiens algériens parce qu'on estime qu'il y a énormément de secrets là-dedans et en tout cas, elles sont aujourd'hui incommunicables, personne ne les a jamais vues. Et on sait que dans ces archives, il y a une partie de l'histoire du FLN, la matrice qui a donné naissance à l'État algérien en 1962 avec ses grands moments, mais aussi toutes ces turpitudes. C'est pour cela que le régime, manifestement, ne veut pas que ces archives tombent entre toutes les mains. Un dernier mot sur cette histoire cachée, occultée. Les Algériens, très souvent, dans les débats, les colloques publics, à travers la presse algérienne, l'année du cinquantenaire de l'Algérie, c'était en 2012, les historiens algériens ne cessent de répéter, et en tout cas les historiens très proches du régime, nous demandons à la France la réciprocité. La France répond, nous sommes prêts à la réciprocité dans la consultation des archives. Et nous accueillons volontiers les chercheurs algériens. Mais quand les chercheurs français veulent aller en Algérie, vous le devinez, ils trouvent porte close et il n'y a aucune réciprocité. Petite anecdote sur la mémoire, j'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir accompagner en octobre dernier un voyage de lecteurs Valeurs Actuelles en Algérie, enfin dans l'Algérois, et un voyage que nous avions organisé à l'occasion du cinquantenaire. C'était passionnant, nous avons vu beaucoup de choses, et j'avais inscrit dans ce voyage la visite de la Bibliothèque nationale d'Algérie, qui est l'équivalent de la Bibliothèque nationale de France. C'est un nouveau bâtiment, magnifique, ultramoderne. J'avais pris rendez-vous avec le directeur général de cette BNA, Bibliothèque nationale d'Algérie. Tout était calé. Le jour venu, tout fier, j'arrive avec mon groupe à la Bibliothèque nationale d'Algérie, et là, j'ai senti le coup fourré. Parce que dans le hall d'entrée, pratiquement personne, c'était désert. Je me suis adressé à l'accueil en disant « Voilà qui nous sommes, nous avons rendez-vous avec le directeur général ». Elle tombait des nues, la malheureuse hôtesse, elle ne savait rien, elle donne 2-3 coups de fil. C'est un peu l'affolement. Arrive un monsieur qui me dit « Bonjour, bienvenue, il s'agit de quoi ?» Il n'était au courant de rien. Je lui dis « Mais le directeur général, où est-il » Le directeur général, on ne sait pas. Il n'était pas là. Après, j'ai eu plusieurs sources. Il était en visite dans une librairie, il était en voyage à l'étranger, il était aller voir sa vieille maman. Enfin bon, on m'a inventé plusieurs bateaux pour me faire patienter. Assez vexé, parce que j'avais 45 lecteurs qui piétinaient, je dis, mais il faut quand même que nous visitions vos salles. Bon. Et là, on a vu arriver une personne, une jeune femme, toute de noir vêtue, avec juste l'ovale du visage qui apparaissait, et qui a commencé à nous parler de la politique d'ouverture des archives. Nos lecteurs étaient polis, on sourit mais très discrètement, c'était surréaliste. Une fille couverte de la tête aux pieds, à part le petit ovale du visage, qui nous parlait, et les gants, qui nous parlait de politique d'ouverture. Premier choc. J'ai quand même un peu tapé du poing sur la table, j'ai demandé à voir une autorité. Et là, finalement, après une petite colère, on m'a emmené à l'étage administratif, et j'ai vu une personne qui s'est présentée comme le directeur général adjoint. Je commence à parler avec lui, je lui exprime ma colère, je le sentais un peu gêné, et en même temps, en discutant avec lui, j'ai vite compris qu'il ne connaissait pas grand-chose aux bibliothèques, à l'histoire, à la mémoire, et je lui ai dit à un moment, c'est un monsieur de 65 ans, je lui ai dit, mais monsieur, vous êtes là depuis combien de temps? Oh, je viens d'arriver depuis 6 mois. Ah bon? Et que faisiez-vous avant? Je croyais qu'il allait me dire, j'étais conservateur en chef à Oran, Tlemcen ou ailleurs. Il me dit, je suis colonel de l'armée. Ah bon? Et alors vous étiez où? J'étais au département de la propagande du ministère de la Défense. Bon. Et là j'ai compris que ça n'allait pas aller très loin. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut quand même visiter les salles? Il me dit, oui, oui, je fais le nécessaire. Nous sommes allés dans les salles, donc la visite était un peu tronquée, et là, dans les salles, nous avions parmi nous
des avocats, des notaires, des magistrats, des gens férus de droit. Ils vont dans les salles et un de nos voyageurs s'adresse à une jeune étudiante et lui dit « Pouvez-vous me montrer le département du droit, les rayonnages de droit ?» Et la fille lui dit « C'est là-bas, monsieur, au fond, à gauche. » Il s'éloigne et à ce moment-là, la fille l'appelle et tout bas en français lui dit « Monsieur, ici c'est terrible, on n'a rien pour travailler. » Je n'invente pas, hein. On n'a rien pour travailler, vous allez voir, vous allez être déçus. Ah bon, merci. Il va et avec d'autres confrères magistrats, ils vont faire leur tour, moi j'étais ailleurs, ils reviennent et après dans l'autocar, petit débriefing général, et eux m'ont dit, les livres qui sont en rayonnage ont 20 ans. Tout est obsolète, rien n'est à jour. Tout ce qui est jurisprudence, tout ça, ça a 20 ans d'âge. Donc ça vous traduit quand même l'état possible de la recherche en Algérie, en partie obsolète. Et puis après, le lendemain, on avait un guide, Saïd, et Saïd a une épouse, et la meilleure amie de son épouse, par chance pour nous, est administrative à la Bibliothèque nationale d'Algérie. Le lendemain matin, Saïd me dit, hier soir, nous avons eu un appel de l'amie de mon épouse qui travaille à la BNA, elle était au courant de cette visite, et elle était très, très déçue, très honteuse de ce qui s'est passé, et elle nous a expliqué. La Bibliothèque nationale d'Algérie, c'est un refuge pour apparatchiks, personne ne travaille, rien ne fonctionne. Le fichier informatisé que vous pouvez voir à la BNF ici, où l'on retrouve tous les livres possibles, le fichier informatisé est en panne depuis longtemps. Quand sera-t-il réparé? Un jour peut-être. Le transport automatisé, vous savez, des documents qui viennent des sous-sols ou des tours, ne fonctionne pas depuis combien de temps? Depuis longtemps. Sera-t-il réparé? Un jour peut-être. Voilà, à travers ces anecdotes que je trouve significatives, où on est en quelque sorte la recherche dans le plus bel établissement de mémoire en Algérie, la Bibliothèque nationale. De cette mémoire tronquée sortent des attitudes, on distingue, on devine des conséquences dans l'approche politique du pays. Si cette histoire est tronquée, c'est parce qu'il y a des enjeux de pouvoir. Et quand ces enjeux de pouvoir sont menacés, on en réfère systématiquement à l'histoire officielle, et tous ceux qui critiquent l'histoire officielle sont de fait déclarés traîtres à la nation, traîtres à la révolution, qui est l'insulte suprême. Eh bien, au fil de l'histoire, dès 1962 et même avant, des gens ont voulu, des Algériens, combattants de la libération, héros de guerre, ont voulu contrebattre cette propagande officielle, et notamment cet État autoritaire et intrinsèquement violent qui s'est mis en place à travers le régime du parti unique, c'était le FLN, associé ou soutenu et protégé par ce qu'on a appelé longtemps la SM, la sécurité militaire, qui depuis est devenu le DRS, département renseignement sécurité, mais c'est la même chose. L'ASM, le DRS, mais l'ASM a un ancêtre qui, dès la clandestinité, dès les années 54-62, va verrouiller en quelque sorte le système politique qui va arriver aux affaires en 62. Ce système, c'est le ministère algérien des liaisons générales, le MALG, on dit le MALG, c'est pas la peine de retenir, c'est l'ancêtre de l'ASM, et ce MALG va être l'ossature de l'appareil sécuritaire qui va prendre en main le pouvoir d'une part politique, la société algérienne, jusqu'à aujourd'hui. Le MALG est une structure de renseignement et d'action qui va en permanence soutenir l'état-major de l'armée extérieure, et vous allez voir les conséquences sur l'armée intérieure, c'est-à-dire Boumedienne et ses amis. Le MALG est tenu par des gens qui sortent des écoles du KGB. Pendant toutes les premières années, le MALG et la sécurité militaire vont former leurs officiers, leurs cadres au KGB à Moscou. C'est ce qu'on appellera les promotions tapis rouge. Et pendant toutes ces années 60, la sécurité militaire algérienne est tenue par les anciens du MALG qui eux-mêmes sont formés au moule du KGB. Eh bien, avec cette formation, ces structures extrêmement rigides, vont se succéder une série de crises internes qui vont permettre au régime de se consolider et d'écarter un à un tous les
frères ennemis rebelles, tous les traîtres à la Révolution. Ça commence dès l'été 1962. Accord d'Évian, mars 1962. Indépendance officielle de l'Algérie, juillet 1962. Les Français, les militaires français se retirent. Les pieds noirs sont chassés ou partent d'eux-mêmes. La valise ou le cercueil. Les cadres français quittent le pays. Et à ce moment-là, au cœur de l'été 62, on assiste à une course de vitesse à mort, en quelque sorte, entre l'armée de l'extérieur, ce qui était en Tunisie et au Maroc, commandé par Boumedienne, l'état-major de l'armée de libération nationale, course de vitesse pour la prise du pouvoir contre les troupes, les katibas, les wilayas de l'intérieur, c'est-à-dire les maquisards, les félagas que l'armée française pouvait affronter. Eh bien, en quelques semaines, l'armée de l'extérieur, qui était restée l'arme au pied quand les wilayas de l'intérieur étaient réduites à presque rien par les offensives de l'armée française, vous savez que l'armée, je ne vais pas m'appesantir, l'armée française en 62 avait quasiment cassé tout l'appareil militaire du FLN à l'intérieur de l'Algérie. C'était une victoire militaire pour l'armée française, ça a été perdu politiquement pour toutes sortes de raisons, mais les félagas, les katibas de félagas de l'intérieur étaient anéantis. L'armée de l'extérieur, Boumedienne, avait laissé faire ça pour être sûr de pouvoir mieux prendre le pouvoir. Malgré tout, pendant l'été 62, il reste encore des félagas, notamment à Alger, la fameuse Wilaya 4. Eh bien, on va assister à des règlements de compte et des morts par centaines, par milliers, dans certaines wilayas. Les wilayas, c'est les préfectures de l'Algérie. L'armée venue de l'extérieur, aux ordres de Boumedienne, va éradiquer les katibas hostiles au pouvoir du FLN au prix d'un bain de sang qui va tuer des milliers de personnes et qui, des années après, et c'est incroyable comme on assiste à des résurgences de ce type, des années après, en Kabylie, dans les Aurès et même dans l'Algérois, vont produire finalement des résurgences au moment de la guerre contre les islamistes. On se rend compte, quand on étudie de près ce qui s'est passé l'été 62 et à partir de 92-96, que dans certains cas, des douars entiers qui s'étaient battus contre Boumedienne et l'armée de l'extérieur en 62 ont pris fait et cause pour les islamistes dans les années 92-96 et l'armée algérienne, aux ordres du FLN et du régime, a tapé avec la même force, la même cruauté ces douars de 92-96 qu'elle l'avait fait en 1962. Donc des oppositions historiques, sociologiques, culturelles, politiques ont ressurgi des années après ce bain de sang de 1962. Il y a eu ce bain de sang de l'été 62 et ensuite tout au long des années 60, cette violence intrinsèque du pouvoir et de la politique en Algérie se traduit par une série d'éliminations de chefs éminents de la révolution algérienne, de ceux qui avaient combattu la France et les Français, qui vont être systématiquement éliminés, égorgés, pendus, explosés dans leur voiture. Je ne vais pas en citer tous, mais il y a des noms peut-être pour les plus anciens qui diront des choses. Ça commence par Aban Ramdan, un des grands noms de la révolution algérienne dès 1957. Après, vous avez Mohamed Kider, Krim Belkacem, et un des derniers, un des plus éminents, qui représentait un espoir pour les Algériens en 1992, Mohamed Boudiaf. Boudiaf, qui était un des grands noms de la révolution algérienne, qui s'était exilé au Maroc parce que ce qu'il voyait en Algérie ne lui plaisait pas. Boudiaf est rappelé en 1992 parce que le régime est aux abois. Il arrive, pendant 6 mois, il fait le constat et il décide de nettoyer les écuries d'Augias. Il est tué en juin 92, assassiné par un officier de sa garde. On a dit c'est un islamiste fou, exalté. En réalité, le régime s'est débarrassé de Boudiaf parce qu'à ce moment-là, c'était le seul qui allait pouvoir réellement, avec sa légitimité historique, pouvoir nettoyer, casser les privilèges, supprimer les prébendes et remettre l'Algérie sur les rails. Quand on interroge aujourd'hui des Algériens de 20 à 60 ans, vous leur dites quel est le grand personnage historique de ces 50 dernières années, la très grande majorité vous répond Boudiaf. Boudiaf, le martyr, assassiné en 92, l'espoir assassiné pour eux. Eh bien, il y a eu toute une série comme ça
de chefs politiques éliminés par le pouvoir, éliminés par Ben Bella, par Boumedienne, par les généraux qui se sont succédés, jusqu'à Bouteflika, l'actuel président, qui lui-même est l'héritier de ce régime. Il n'a jamais quitté l'ombre du pouvoir depuis son premier ministère en 1962. Il est resté, je crois, 23 ans ministre des Affaires étrangères. Alors, ce régime qui naît en 62, régime de fer, régime policier, régime militaire, appuyé sur l'Union soviétique, on est en pleine guerre froide, ça compte,